Témoignage patient, le lymphome de Hodgkin, l'après-cancer est plus difficile que les traitements. Bonjour, alors Sébastien, j'ai 47 ans, marié, j'ai 4 filles et depuis peu je suis grand-père également et je suis en rémission actuellement d'un lymphome de Hodgkin. Comment as-tu réalisé que ta fatigue n'était pas juste professionnelle liée à ton nouvel emploi, mais qu'il y avait plus que ça? J'ai commencé effectivement un nouvel emploi en début 2023 et en fait j'étais très fatigué parce que je m'étais sur le compte du travail. Et en fait, c'est d'autres symptômes à côté, en plus de la fatigue, qui m'ont fait comprendre que cette fatigue n'était pas que liée au travail et qu'il y avait autre chose éventuellement sous-jacent. Alors, ça s'est fait sur plusieurs étapes. J'avais des démangeaisons au niveau des jambes assez fortes. Et après, petit à petit, j'ai eu des douleurs dans le bassin, au niveau des os, et de la fièvre le soir. Donc, une petite fièvre à 38 degrés, mais tous les soirs. Et puis, et après, un peu plus tard, j'ai eu des sueurs nocturnes, assez fortes et c'est là que, vraiment, je me suis dit: «Il y a quelque chose qui va pas, quoi». Suite à ces symptômes, est-ce que tu es allé consulter un médecin? Alors j'ai été consulté déjà un petit peu en amont, avant qu'il y ait les sueurs nocturnes, parce que j'avais des douleurs surtout donc au niveau, je pensais que c'était les reins, en fait, comme j'ai déjà eu des calculs rénaux, donc je pensais que c'était ça, mais en fait, mon médecin m'a fait faire une prise de sang qui n'a rien révélé selon lui. Alors moi, je ne connaissais pas grand-chose en prise de sang, donc moi, j'ai pas, voilà. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Avec toutes les prises de sang que j'ai eues, je m'y connais un peu plus. Et donc voilà, donc prise de sang quasi normale. Donc pour lui, c'était forcément les calculs rénaux éventuels. Donc ça passe tout seul ou pas, à voir. Bon, rien de spécial à ce moment-là. Et en fait, les symptômes ont continué. Alors des fois, ça s'atténuait, des fois, ça revenait. C'était assez bizarre. Il y avait aussi de l'atout qui a commencé à arriver. Et donc je suis retourné le voir, peut-être un mois après, donc là on est sur juin à peu près, parce que ça a commencé vers janvier 2023, là on est sur juin et il m'a refait faire une prise de sang qui n'a rien donné. J'ai fait une échographie, de la vessie et des reins, il n'y avait rien. Il m'a également prescrit une radio des poumons qui n'a rien révélé non plus. Mais bon, moi je sentais que ça n'allait pas quoi, il y avait quelque chose qui allait pas donc bon, je suis parti en vacances l'été et bizarrement ça s'est calmé un peu les symptômes. Et quand je suis revenu en septembre, là, ça a recommencé, mais encore plus fort. Donc, je suis retourné le voir en lui disant, là, c'est pas possible pour moi, il y a quelque chose qui va pas. Donc, quand j'ai refait encore une prise de sang, qui selon lui, c'est pareil, ne montrait pas grand-chose. Et là, par contre, il m'a prescrit un scanner. Il m'a dit, voilà, comme ça, au moins, on va éliminer toute problématique éventuelle. Et donc, j'ai fait ce scanner fin octobre 2023. Et c'est là qu'après, derrière, j'ai vu qu'il y avait, on a vu qu'il y avait une masse au niveau du médiastin. Quelles ont été tes craintes pendant cette période d'attente entre les analyses et les résultats? C'était très difficile. Donc en fait, ouais, j'ai fait le scanner le 30 octobre 2023, donc le lendemain de mon anniversaire, et au matin. Et en fait, j'ai eu les résultats via Internet, et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je savais pas quoi. Donc s'en est suivi un aller aux urgences parce que on ne savait pas où aller, donc j'ai été aux urgences qui m'ont envoyé faire d'autres examens dans un autre hôpital. Enfin, ça a duré quelques jours comme ça. Derrière, j'ai été pris en charge donc par le centre Henri Becquerel de Rouen, qui s'occupe de tout ce qui est cancer à Rouen. Et là, j'ai fait une biopsie, donc le 9 novembre. Et effectivement, suite à cette biopsie, j'ai eu un mois d'attente avant d'avoir le résultat. Il supposait que c'était un lymphome, mais voilà. Mais vu le nombre de lymphomes qu'il y a, etc., c'était très long pour avoir la réponse de ce que c'était exactement. Donc j'ai attendu jusqu'au 8 décembre pour avoir le résultat. Donc un mois entier, c'était très très long, très très dur. Et là, bah, en fait, il se passe mille choses dans ta tête. Bah, déjà, tu sais pas vraiment ce que tu as, donc tu sais pas si c'est grave, moyennement grave, très grave. Tu sais pas quel stade, quel niveau, enfin voilà, tu sais rien. Donc tu te poses 10 000 questions, tu dors pas la nuit, j'étais quand même en arrêt maladie déjà. Donc tu es toute la journée à la maison à tourner en rond. Tu as les douleurs qui s'intensifient encore plus forcément. Et là, les premiers ganglions sont sortis, alors que j'en avais pas du tout avant. Donc moi, j'ai pas du tout ce problème de ganglions qui aurait pu me faire penser à quelque chose en fait. Ils sont sortis, mais après, pendant l'attente. Et donc là, je me suis dit, waouh, ça, les ganglions qui sortent et tout, donc c'était très très difficile à vivre à ce moment-là. Avec bon, bah, voilà,
J'ai une de mes filles qui vit encore avec nous à la maison, donc j'essayais de faire bonne figure, mais la nuit, bon, bah voilà, je pleurais, j'en parlais avec ma femme. Enfin voilà, on se disait ça va aller, mais on n'avait aucune certitude de si ça allait aller ou pas, quoi. Est-ce que pendant cette période d'attente, tu as regardé sur Internet pour essayer de répondre à tes questions? Moi, je n'ai pas du tout regardé sur internet, je n'avais pas du tout envie de regarder. Par contre, ma femme, elle a passé le mois entier à regarder en fait sur internet et à se renseigner sur tous les types de lymphomes qui existent. Parce que bon, nous, on nous avait fait comprendre que c'était forcément, enfin, donc je commence, ça devait être un lymphome, donc c'est vrai qu'on s'est concentré là-dessus. Donc elle a passé son temps à regarder tous les types de lymphomes qui existaient, en gros toutes les maladies, enfin tous les cancers du sang qui pouvaient exister. Et ce qui fait qu'en fait, bah, elle était, le jour où on a eu le rendez-vous pour le diagnostic, elle était hyper calée, bien plus que moi, sur ce qu'on allait me dire. Donc moi, je n'ai pas du tout regardé. Moi. Ça ne m'intéressait pas, je voulais pas. Plusieurs fois, je lui disais, mais pourquoi tu regardes? On ne sait pas du tout. Elle m'a dit qu'elle en avait besoin, en fait. Voilà. Moi, je me suis mis sûrement un frein là-dessus, j'avais pas du tout envie. Elle avait besoin de le faire, donc elle passait ses soirées à faire ça. C'est par peur que tu voulais pas t'informer sur Internet? Ouais, ouais, clairement, ce mois-là, c'était la peur qui prédominait vraiment dans mon état d'esprit, quoi. Et personne ne savait quoi me dire. Mes proches, etc., qui après m'ont accompagné. À ce moment-là, quoi dire à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a? Ça va aller, mais je ne sais pas si ça va aller. Non, c'était vraiment la peur. Et un mois, c'est très, 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 très long. Tu dis avoir pleuré de soulagement en apprenant que c'était un lymphome de Hodgkin. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors en fait, je m'étais pas du tout intéressé, mais bon, ma femme m'en parlait un petit peu quand même des différents lymphomes, etc. Donc voilà. Et ce que je savais, c'est que le lymphome de Hodgkin, qui normalement touche en majorité les plus jeunes, les 15-25 ans, était vraiment le lymphome avec les taux de guérison et voilà, de rémission les plus élevés. Donc voilà, donc après, quand ils m'ont annoncé ça, on s'est regardé avec ma femme et on était presque heureux en fait du diagnostic. Et parce qu'on s'est dit, ouais, ok, c'est ça, mais je sais que celui-ci, il a un beau taux de guérison et que je peux me battre pour m'en sortir, quoi. Voilà. Après, par contre, j'avais aucune, on m'a pas du tout dit à quel stade j'étais. Parce qu'en fait, la personne qui m'a annoncé ça, c'était le chirurgien thoracique qui m'avait fait la biopsie. Et c'est seulement après que j'ai vu mon hématologue plusieurs jours après. Enfin, la personne qui allait devenir mon hématologue. Pourquoi tu n'as pas connu le stade du cancer à ce moment-là? Il me l'a pas dit et c'est vrai que j'ai pas demandé. Alors, j'ai pas demandé et j'ai jamais demandé. Alors, je l'ai su après, mais on me l'a pas dit clairement. Et c'est moi qui n'ai pas demandé, peut-être par peur aussi, j'en sais rien. Ça, par contre, je sais pas pourquoi. Mais j'ai compris que c'était un stade avancé. Mais que ce soit un stade avancé ou précoce, le taux de guérison était très bon quand même. Donc c'est aussi pour ça que je me suis dit, on y va quoi, ça va le faire. Bah, disons qu'en fait les lymphomes non hodgkiniens ont des taux de guérison moins élevés. Donc c'est beaucoup plus difficile. Enfin voilà, là je savais que ça allait être très dur les traitements, enfin j'imaginais, après quand tu le vis c'est autre chose. Mais je savais que celui-ci, bah, il y avait des chances de guérison quoi, plus élevées que les autres. Donc c'est pour ça que j'étais finalement heureux d'avoir ce lymphome-là. C'est l'espoir qu'il y a derrière. On disait voilà, j'ai ce lymphome-là, ça va être très difficile, c'est très grave, mais je sais que voilà, si je me bats, je peux en sortir quoi. Est-ce qu'auparavant, tu as déjà eu des proches touchés par le cancer? Ma belle-mère, qui a eu un cancer du sein, c'est la seule personne que je connais de proche qui a été confrontée au cancer. Et c'est vrai que quand on n'y est pas confronté de très proche, c'est pas qu'on s'y intéresse pas, mais c'est qu'on se dit ça nous touche pas. Voilà, ça, entre guillemets, ça n'arrive qu'aux autres, ce qui est complètement faux quoi. Jusqu'à 40 ans, tu y penses beaucoup moins. Après, je pense que plus tard, tu y penses de plus en plus. Mais là, oui, quand à 47 ans, ouais, que j'avais 46 ans, tu te prends ça dans la tête, tu t'y attends pas en fait. J'avais très peu de connaissances de tout ce qui va être lié aux prises de sang. Est-ce que le résultat est bon, pas bon, le taux d'hémoglobine, ceci, cela. Non, j'y connaissais pas grand-chose. Parce que je m'y intéressais pas forcément. Et après, le cancer, si, enfin, je connaissais, mais par exemple, un lymphome, avant d'en avoir un, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Tu as subi 2 gros traitements. Comment les as-tu vécus physiquement et moralement? Donc ça a été vraiment 2 grosses étapes. Au premier rendez-vous avec l'hématologue, elle m'a expliqué le protocole que j'allais suivre. Et donc là, j'ai compris que vu le protocole que j'allais suivre, c'était un stade 4 avancé. Donc, puisqu'en fait, dans le lymphome de Hodgkin, il y a plusieurs traitements selon l'avancée selon le stade où tu en es. Et là, en fait, j'ai commencé par 2 grosses chimios qu'on appelle BICOP. Donc en fait, c'est les initiales des différents produits qu'on t'injecte et qui nécessitent une hospitalisation de 3 jours à chaque fois. Et là, c'était 2 grosses chimios, espacées à chaque fois de 15 jours, les deux.
qui te cloue clairement au lit, fatigue extrême et après surtout moi le fait que mes défenses immunitaires chutent fortement, ça m'a déclenché des abcès dentaires. Donc en plus des effets secondaires liés à la chimio, j'ai eu l'abcès dentaire qui a été l'effet le plus douloureux de cette période-là. Ouais. En fait, j'ai une dent de sagesse qui est problématique de base. Et le fait de ne plus avoir de défense immunitaire, bah, dès qu'il y avait une petite bactérie ou quoi, bah, forcément, ça, voilà. Donc avant d'avoir le cancer, bah, une petite bactérie, ça passe tout seul, ou voilà, un Doliprane et c'est terminé. Que là, bah, effectivement, impossible. Donc des douleurs à ne pas pouvoir dormir de la nuit. Voilà, donc on a essayé d'avoir un rendez-vous en urgence chez mon dentiste qu'on a réussi à avoir. Elle a réussi à me soulager en me mettant sous antibiotiques. Mais ça a été ça a été le plus douloureux sur cette petite période d'un mois en fait, qui a duré la grosse chimio. C'est l'abcès dentaire, puisque je ne pouvais pas prendre de Doliprane, qui pouvait masquer la fièvre, qui pouvait masquer d'autres éventuelles problématiques. Donc on m'a donné d'autres antidouleurs, mais qui ne fonctionnaient pas forcément et qui me provoquaient aussi d'autres effets, type hallucination, etc. Donc c'était vraiment une période très très compliquée. Et après, au-delà de cet abcès dentaire, pendant cette période de cette première grosse chimio, c'était vraiment fatigue extrême. Pas pouvoir me lever, pas pouvoir prendre ma douche seule. Enfin voilà, c'était surtout ça, la plus grosse fatigue et cet abcès dentaire sur cette grosse période de chimio. Et ensuite, on a basculé sur une chimio plus légère, vu que le premier PET scan a été bon. Les résultats étaient bons, donc on a basculé sur une chimio plus petite, plus légère, a priori, mais qui est quand même costaud, qu'on appelle ABVD, qui est aussi lié aux abréviations du produit, qui elle est tous les 15 jours, donc ça a duré de février à fin mai, tous les 15 jours en hôpital de jour. Donc tu arrives le matin à l'hôpital et tu fais ton traitement et ensuite tu rentres. Et là par contre les effets secondaires de ce second protocole, c'est vraiment pendant 3-4 jours une grosse fatigue, énormément de nausées que je n'avais pas avec la première, ou alors elle était masquée par les autres symptômes, donc je ne la voyais pas forcément, mais là vraiment beaucoup de nausées pendant 3-4 jours. Ensuite ça va beaucoup mieux pendant 4-5 jours aussi, et boum, il faut y retourner. En fait on n'a pas le temps de récupérer, il faut déjà y retourner pour la dose suivante. Ça, c'est un cycle en fait où on est très fatigué suite au traitement pendant 3-4 jours. Ensuite, on remonte un petit peu pendant pareil, 3-4 jours, presque une petite semaine, mais on sait qu'il faut y retourner. Donc on est content d'aller mieux parce qu'en fait, pour pouvoir avoir le traitement d'après, il faut quand même avoir récupéré un certain niveau de globules blancs. Donc on a des piqûres qui nous aident également pour ça, pour booster. Et donc en fait, on fait une prise de sang la veille ou l'avant-veille de la chimio pour voir si on peut retourner à l'hôpital faire le traitement ou pas. Et 2 fois, j'ai dû espacer une semaine supplémentaire puisque je n'avais pas récupéré assez, quoi. Est-ce que c'était dur mentalement de se dire toutes les 2 semaines, allez, il faut y retourner? Ouais, oui et non. Parce qu'en fait, j'étais tellement heureux d'avoir basculé sur la chimio plus légère parce que le résultat du PET scanner était bon, que pour moi, en fait, c'était normal d'aller jusqu'au bout du traitement et que je le voyais plus de manière positive en disant une nouvelle de passée, on va arriver, voilà. En fait, ce que j'appréhendais le plus, c'était les PET scans intermédiaires pour voir si le traitement était toujours aussi efficace. C'est plus ça que j'appréhendais plus que d'aller à la chimio. Sauf la dernière, la toute dernière. Alors en fait, j'ai eu aucun vomissement de tout mon traitement, sauf le jour de la dernière. Avant qu'on m'administre le traitement, arrivé à l'hôpital, j'ai été sujet à des vomissements. Sans qu'on m'ait injecté le traitement. Hein. Donc c'est vraiment, je pense, le corps qui m'a dit c'est fini, quoi. Là, c'est la dernière, mais derrière, on arrête. Donc le corps et le cerveau, je sais pas, il s'est passé quelque chose ce jour-là. Et j'ai tout vidé, quoi. Pour toi, l'après-cancer, c'est la période la plus dure de tout ce parcours. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Plusieurs choses. En fait, quand on est dans le traitement, on est pris en charge, on est dans une bulle, en fait, on est dans son monde du traitement. Et en fait, on a l'infirmière qui vient tous les jours vous faire des piqûres à la maison. On a le traitement, donc toutes les 2 semaines, on est à l'hôpital. On a les rendez-vous quotidiens, les rendez-vous réguliers, pardon, avec les médecins. Notre hématologue référent, mais aussi les médecins de l'hôpital qui nous voient toutes les 2 semaines.
Donc en fait, on se dit, voilà, on est pris en charge et on fait le traitement, donc on y va, quoi. Donc en fait, on n'a même pas le temps de réfléchir finalement à ce qu'on fait, on est dedans et on avance. On est dans un autre monde à ce moment-là, hein, la vie d'avant et on l'a complètement oublié, on est vraiment dans une bulle. Et le jour en fait où on fait la dernière chimio, bah, du jour au lendemain, en fait, on arrête les traitements. Plus de piqûres tous les jours, plus de prise de sang, enfin en tout cas plus de prise de sang toutes les semaines, mais beaucoup plus espacé. Un rendez-vous tous les 3 mois avec son hématologue. Donc en fait, du jour au lendemain, on est tout seul. Voilà. On n'a plus personne autour de nous, monde médical, je parle. Et en fait, on se dit, ok, bah, je suis en rémission, mais qu'est-ce que je fais si j'ai des douleurs qui reviennent? Qu'est-ce que je fais si j'ai de la fièvre? Qu'est-ce que je fais si je me remets à tousser? Là, je me disais, quand tu es en traitement, bon, si jamais tu as de la fièvre, on va te dire quoi faire. Si tu te mets à tousser, que tu as mal quelque part, on va te faire des examens. Là, du jour au lendemain, plus rien. Donc en fait, tu as la peur, enfin, tu es content d'être en rémission, mais tu as la peur que ça revienne du jour au lendemain. Et quoi faire, qui appeler, enfin, voilà. C'est ça le début de l'après-cancer qui est difficile. Et là, aujourd'hui, après presque 1 an, c'est toujours compliqué. Tu as toujours cette appréhension du retour de la maladie et quoi qu'on en dise, on y pense quotidiennement. Tous les jours devant la glace, je me touche voir si j'ai pas des ganglions qui sont apparus. Voilà. Donc c'est ça qui est plus difficile, ouais. C'est pas physiquement, c'est plus mentalement que c'est compliqué. Et le regard des autres aussi, parce que en fait, la plupart des gens, pas forcément les très proches, mais les proches sans l'être vraiment, te font comprendre que bah, c'est fini, tu es guéri. Sauf que, bah, comme on le dit beaucoup, rémission et guérison, c'est pas du tout la même chose. Et c'est pas qu'ils comprennent pas, c'est qu'en fait, ils voient pas en fait ce que nous on ressent vraiment, quoi. Et enfin, voilà, j'ai vu beaucoup de témoignages de gens qui vivent la même chose, que l'après-cancer est vraiment une période difficile et que les autres ne comprennent pas forcément, quoi. Quel type d'accompagnement t'a le plus manqué dans cette période de l'après-cancer? Alors moi, ce qui m'a manqué, c'était beaucoup aussi pendant le traitement, en termes d'accompagnement, enfin, d'accompagnement pas médical, mais d'accompagnement psychologique. Ça, c'est plus à ce moment-là que ça m'a pas mal manqué. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je vais voir la psychologue de l'hôpital régulièrement. Et ça m'aide à un petit peu relativiser, voir les choses différemment et avancer. Et ce qui me manquait beaucoup et ce qui me manquerait peut-être, c'est plus discuter, échanger avec des gens qui ont vécu la même chose ou qui le vivent aujourd'hui pour un petit peu bah, voilà, discuter ensemble si on ressent la même chose, si c'est normal, pas normal, voilà, est-ce que ce que je ressens, il y a que moi qui ressens ça ou pas, je le sais que non, mais d'en parler, c'est important. Donc en fait, voilà, ce qui manque, c'est plus de la parole, discuter avec des gens qui ont vécu la même chose. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est dans la même situation que toi et qui hésite à aller voir une psy? Donc jusqu'à cette période-là, j'avais jamais été voir de psy de ma vie. Ma femme, oui, mais on en avait souvent parlé et je me disais qu'éventuellement, enfin, je ne dis pas que tout le monde a besoin d'aller voir un psy dans sa vie, mais pourquoi pas. Pendant les traitements, non. Pendant le traitement, c'est vrai que j'ai jamais été. Ma femme, en tant qu'aidante, elle avait été voir la psy de l'hôpital, enfin, une des psys de l'hôpital, et ça lui avait aussi aidé. Moi, j'avais jamais été. Enfin, je l'ai vu, mais à la fin du traitement. Donc, je ne vais pas dire de mensonge, je l'ai vu vraiment sur la fin du traitement. J'ai dit, ok, allez, je veux bien la voir. Et après, j'ai continué et là, je continue à la voir après. Même si j'ai fait un petit creux entre la fin du traitement et aujourd'hui, au début de la rémission, j'ai arrêté d'aller la voir et j'ai repris rendez-vous parce que je me suis dit, ouais, c'est la rémission, ça va aller, etc. Et finalement, comme je l'ai dit, l'après-cancer fait que finalement, c'est pas si facile que ça. Et de discuter avec quelqu'un, c'est pas mal. Donc, je suis retourné la voir. Donc, ce que je peux dire à ceux qui hésitent, c'est que quand c'est lié à l'hôpital, etc., et à ton problème de cancer, c'est pris en charge de toute façon. Il n'y a pas de frais, c'est gratuit, ça ne coûte rien et ça aide énormément de pouvoir parler avec quelqu'un. Et en plus, parler avec quelqu'un qui n'est pas de son cercle familial très proche, ça aide aussi parce qu'il y a des choses qu'on va lui dire, qu'on va peut-être pas forcément dire à sa femme ou son mari. Donc je pense que c'est bien de parler avec quelqu'un. En plus, en général, les psys des hôpitaux sont confrontés à des gens qui vivent ça au quotidien, donc ils savent ce qu'on va leur dire et ils ont les mots pour nous aiguiller également, quoi. Est-ce qu'on t'avait proposé ces soins de support dans ton centre de soins? On m'a parlé des différents soins de support qui existaient dans l'hôpital. Ce qui est très bien dans cet hôpital, c'est que tout est au même endroit. Alors, que ce soit les examens, les rendez-vous, les soins de support, tout est partout au même endroit. Il y a juste à descendre, monter les. Donc c'est vraiment top, ça, par contre. On m'en a parlé, que ça existait.
Mais après, derrière, on m'a pas incité plus que ça d'y aller, quoi. Et c'est plus, en fait, en discutant avec ma femme, hein, elle m'a dit que ce serait quand même bien. Elle m'a dit, voilà, ça peut te faire que du bien et tout. Donc c'est plus elle, en fait, qui m'a fait franchir le pas d'y aller. Tes proches t'ont très bien entouré pendant cette période. Qu'est-ce que ce soutien t'a apporté? J'ai été très bien entouré par ma femme, mes enfants, mon frère et également par mon employeur, je tiens à le préciser, parce que ça m'a beaucoup aidé. En fait, j'ai été en arrêt maladie pendant quasiment un an. Et du jour au lendemain où tu travailles beaucoup, voilà, du jour au lendemain, tu es à la maison et tu tournes en rond. Tu te dis: «Ouais, est-ce que je suis encore utile? Est-ce que je sers encore à quelque chose?» Enfin voilà, c'est difficile à vivre, ça aussi. Et l'entour et dans ce moment-là, forcément, tu as besoin d'être aidé, d'être soutenu. Pas forcément des gens qui te plaignent, parce que c'est pas ça que tu attends, mais plutôt des gens qui te boostent ou qui prennent juste de tes nouvelles et qui, par des petits mots ou des petites actions, vont t'aider à aller mieux, quoi. Donc oui, d'avoir tous les jours ma femme et mes enfants qui prennent de mes nouvelles, mais dans le positif des choses, ça m'a aidé. Et mon frère, qui était très présent aussi, qui m'appelait très régulièrement ou qui passait me voir. On habite assez loin quand même l'un de l'autre, plus d'1 heure de route, mais ça n'empêchait pas de venir régulièrement. Et je répète aussi, ouais, mon employeur qui a été super présent, qui prenait de mes nouvelles très régulièrement. Voilà, tous mes responsables hiérarchiques m'appelaient très régulièrement. Et je ressentais aucune pression de leur part sur le fait de revenir vite, pas vite, etc. Mais en même temps, j'avais ce sentiment d'être toujours présent dans l'entreprise, d'avoir toujours, voilà, d'être là et de pas être, qu'on m'ait pas mis de côté et on passe à autre chose, voilà. Donc ça a été très important pour moi. Comme c'était les mots: «Prends ton temps, on t'attend, on s'occupe, bien de ton travail en attendant et dès que tu arrives, tu récupères ça, mais prends ton temps». Est-ce que tu penses que cette période aurait été plus dure sans le soutien de tes proches? Ah oui, clairement. Je pense que quand on est tout seul, déjà accompagné, on se pose 10 000 questions. Mais je pense que quand on vit ça tout seul, on s'en pose encore plus et il y a personne qui est là pour, te dire que ça va aller déjà, tout simplement. Pour te dire, «Écoute, tu fais du mieux que tu peux». Hem, Te dire, «Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être heureux». Parce qu'en fait, c'est des vagues, hein. Il y a des jours où tu vas être au fond du trou, au fond de ton lit à pleurer. Il y a des jours où tu vas te dire: «Tiens, aujourd'hui, je suis en forme et tout». Tu vas faire une journée comme tout le monde. Mais après, tu te dis: «Ah mais en fait, non, je suis pas comme tout le monde, enfin là, j'ai un cancer, quoi». Et donc je pense que d'avoir quelqu'un, enfin d'avoir du monde autour de toi qui t'aide et aussi qui te met des fois dans la vie normale, quoi. C'est-à-dire qu'on fait des repas à la maison, en famille. Enfin, le Noël, 2023 a été, très compliqué. Très, très compliqué. Je venais juste d'apprendre ce que j'avais et j'allais commencer mon traitement le 27 décembre. Donc ouais, Noël a été très, très compliqué. Mais comme on avait déjà le diagnostic, j'étais quand même positif dans ma tête, mais voilà, c'était difficile. Donc d'avoir quand même toute ma famille autour de moi, c'était bien quand même. Ouais, le 2023 et le 2024 du coup. Parce qu'en plus 2024, j'avais mon petit-fils qui était né. En fait, j'ai appris que ma fille était enceinte, j'étais sur la fin de mes traitements, quoi. Enfin, j'étais en cours de traitement, mais voilà, ça avançait bien. Et enfin, ça te rebooste, quoi. Ça te donne du baume au cœur pour avancer et te dire, voilà, il y a des belles choses. Enfin, finalement, la vie, c'est beau, quoi. Donc, on y va. Est-ce que tu peux nous raconter des petites attentions de tes proches qui t'ont aidé au quotidien? Par exemple, ça va être à la maison avec ma femme, on a fait dès que les premiers beaux jours sont arrivés, on s'est mis à aménager des petites choses, des parterres de fleurs, etc. dans le jardin. C'est des petits trucs, mais tu te dis, voilà, on fait des petites choses ensemble, on partage des moments. Enfin, c'est plus ça en fait, hein, c'est des partages de moments ensemble et tout. Et des petits mots. Mais comme je disais, c'est surtout le fait de me dire que j'avais le droit de pleurer, j'avais le droit d'être en colère, j'avais le droit d'être heureux, etc. Parce que j'imagine que quand on est tout seul, on se dit, mais. Enfin, on pleure et on se dit, ouais, mais il faut pas pleurer, tu dois te battre, donc ça sert à rien de pleurer. Ou si tu es en colère, mais ça sert à rien d'être en colère, voilà. Donc tu te poses 10 000 questions que là, des gens qui te disent, mais si, tu as le droit. Tu as le droit d'être malade, enfin, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être heureux, voilà. Je pense que c'est plus c'est plus ça, en fait, qui est important, je pense. De te déculpabiliser des fois de sentiments que tu ressens, qui sont normaux, mais toi, quand tu es dedans, tu penses que peut-être, ouais, est-ce que c'est normal ou pas de ressentir ça, quoi. Même si c'était très dur pour eux,
Alors, je sais que mes filles et ma femme en parlaient beaucoup entre elles et voilà. C'était très dur pour mes filles quand même, hein. Voilà, et pour ma femme, très, très dur. Heu, C'était moi qui étais malade, mais ça a été très dur aussi pour eux. Donc je pense que, enfin, vous en parlez beaucoup, mais les aidants, c'est très difficile pour eux aussi. Et je sais que ça a été difficile pour mes filles, mais elles ont tout fait pour, face à moi, être souriantes et à me motiver et à me mettre en avant des belles choses, qui leur arrivent. Heu, j'ai une de mes filles qui vit en Espagne, par exemple, et donc effectivement, c'était beaucoup d'appels, de visio et cetera où, bah, elle mettait en avant sa joie de vivre là-bas, la plage et cetera, le soleil, en me disant: «Bon, bah, voilà, bientôt tu viens me rendre visite là-bas», parce que, j'ai pas pu y aller la voir, elle est partie, à la rentrée scolaire 2023 et j'ai pas pu aller la voir, je devais aller la voir en février 2024 et bah, j'étais en plein traitement donc j'ai pas pu y aller. Donc j'ai dû attendre, l'été 2024 pour aller la voir et j'allais beaucoup mieux. Bon, elle est venue en France me voir, hein, aussi, hein, mais voilà. J'ai pas pu aller là-bas avant 1 an. Comment l'a vécu ta plus jeune fille qui vivait encore à la maison? J'ai toujours essayé de faire, bonne figure, quand voilà et après, bah, quand elle était, par exemple, quand elle était dans sa chambre en haut, voilà, c'est plus, en soirée avec ma femme, on discutait plus de ça et c'est là un peu plus que j'essayais de me lâcher, quoi. Que je me lâchais, mais bon, elle m'a vu aussi, triste, elle m'a vu pleurer et cetera donc mais je sais qu'après avec ses sœurs, elles échangeaient beaucoup, même si elles étaient pas forcément là, elles s'appelaient beaucoup et elles ont beaucoup aussi, aidé leur petite sœur à positiver. Tu trouves qu'il y a peu de soins de support proposés aux hommes? Quels soins tu aurais aimé faire? En fait, alors, c'est pas forcément qu'il y a pas assez de soins de support. Je m'explique. En fait, ce que moi j'ai ressenti, après, chacun est différent face à ça. En fait, on est lancé dans le traitement, donc on a les douleurs, on a les traitements, on est vraiment, dans le médical à ce moment-là et enfin moi en tout cas, j'avais pas le temps ou l'idée d'aller prendre, le dépliant qu'ils m'ont donné pour aller chercher tel soin de support, faut appeler tel numéro et cetera. J'avais pas forcément l'envie, j'avais pas la force de le faire et cetera et donc c'est ça qui m'a et moi j'aurais préféré à ce moment-là qu'en fait entre guillemets, pas qu'on me pousse, mais qu'on me force la main en me disant, «Voilà, tel jour vous allez avoir un rendez-vous avec telle personne pour tel soin de support, vous allez voir si ça vous intéresse ou pas». Alors je sais que c'est difficilement enfin c'est difficile à mettre en place j'imagine, mais c'est ça moi qui m'aurait aidé et après pourquoi je dis qu'il y en a moins pour les hommes, je pense qu'il y en a autant, c'est que, c'est vrai que par exemple, il y avait là, à l'hôpital où je suis, il y avait un endroit où, les femmes pouvaient aller, essayer des perruques, et on passait devant régulièrement et je me disais: «Oui, moi j'ai pas forcément besoin de ça», mais il y a pas ce petit, pôle ou ce petit, bureau, enfin en tout cas moi je le voyais pas. Il existait, mais je l'avais pas analysé avant d'aller voir la psy qui avait éventuellement d'autres soins de support aussi proposés. Est-ce que tu aurais aimé que les soins de support soient inclus dans le parcours de soins au même stade que les traitements, par exemple? Exactement, parce que c'est ça en fait, en gros qu'on me «force» entre guillemets à le faire. Parce que là, on te propose des choses, mais c'est vrai que si toi tu fais pas la démarche de téléphoner ou d'aller voir alors encore une fois, aujourd'hui ça va, donc je peux plus facilement aller voir la psy, l'appeler et tout ça. Mais quand tu es dans le traitement, que tu viens pour te faire ta piqûre, tu te dis pas: «Ouais, après, mon traitement, je vais descendre en bas pour aller faire un soin de support», voilà. Tu as plus l'envie d'aller au fond de ton lit et dormir ou voilà quoi. Enfin, pour moi en tout cas, certains patients, peut-être nous pousser vraiment y aller. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on en a vraiment besoin et donc c'est un peu pareil, c'est un peu effectivement, est-ce que c'est si important ou pas? Mais mais je pense que c'est vraiment pendant le traitement, moi, qu'on nous pousse pas assez à y aller. On nous propose des choses, mais on ne nous force pas. Et quand ça va mieux avec la rémission, on a plus éventuellement l'envie de le faire, on se renseigne un peu plus, on a du temps, on est moins fatigué, donc on y va. Mais pendant le traitement, moi j'ai eu l'impression, ouais, on nous a proposé des choses, mais on ne nous force pas à y aller, quoi. Est-ce qu'il y avait des groupes de parole de proposés dans cet établissement? Moi, c'est vraiment le soin de support que j'avais besoin, c'était ça et il y avait pas. Ou alors pareil, j'avais pas compris où c'était. Alors après, je comprends bien, on a tous des cancers différents, donc avec des traitements différents, des ressentis différents, donc je pense que c'est difficile d'être tous ensemble, à discuter si on vit pas du tout la même chose. Mais ouais, ça, c'est ce qui m'a manqué le plus, moi. Est-ce qu'une fois les traitements terminés, tu as rejoint des associations de patients? Alors ouais, j'ai postulé pour être bénévole pour une association ELI qui s'occupe enfin qui est une association liée au lymphome, tous les lymphomes.
Donc ouais, je suis en contact avec eux pour pouvoir faire des choses. Alors, souvent, ce qu'ils font à Rouen, c'est les cafés rencontres. Donc en fait, ils sont présents avec un stand à l'hôpital et ils discutent avec. Et voilà, on accueille les gens qui viennent. Donc là, je suis encore en phase d'inscription, enfin voilà, mais je tends vers ça, ouais. Et pendant le traitement, j'avais besoin de ça. Et donc, comme je disais, je me suis rapproché, vu que je ne trouvais pas, ou que j'ai pas trouvé en tout cas au sein de l'hôpital, j'ai beaucoup été sur les réseaux, trouver des gens, chercher des gens qui avaient le même lymphome que moi pour échanger, surtout sur l'après-cancer, parce que moi j'étais en plein traitement et j'ai trouvé des gens qui, eux, en étaient déjà à la rémission. Et donc j'avais beaucoup de questions à leur poser sur comment tu le vis, à quoi ça ressemble. Et après, de même moi en parler à ceux qui commençaient le traitement. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup besoin de ça. Et ça m'a permis de me rapprocher de plusieurs personnes qui avaient le même lymphome que moi. Et on discute souvent ensemble. On a fait notre petite team à nous. On s'envoie des messages régulièrement, quoi. Qu'est-ce que ces conversations avec des inconnus sur les réseaux sociaux t'ont apporté? J'étais tout seul chez moi, en plein traitement, et c'est vrai que j'avais besoin d'en parler. Et donc je ne savais pas trop comment trouver des gens avec qui parler. Donc je dis, bah, je vais chercher sur les réseaux. Donc ça n'a pas été forcément très simple, hein, parce que tu regardes des pages, voilà, mais comment trouver quelqu'un qui a le même lymphome que toi, surtout que le lymphome de Hodgkin est rare. C'est très peu de personnes par an qui sont touchées. C'est toujours trop, hein, mais très peu par rapport à d'autres cancers, type cancer du sein par exemple. Et donc, j'ai réussi à trouver des gens qui avaient déjà des comptes Instagram, par exemple, bien développés et qui ont été touchés par la maladie et qui du coup, l'ont mise sur les réseaux, l'ont mise en avant. Donc, je me suis rapproché de plusieurs personnes comme ça. Beaucoup de femmes. Alors, je pense que les hommes, soit ne mettent pas trop leur vie comme ça sur les réseaux, soit j'ai pas réussi à trouver, enfin, à part un, qui avait le même lymphome que moi et qui était très, très, très présent sur les réseaux. Donc, c'est aussi pour ça que lui, il a parlé de sa maladie. Et donc je me suis rapproché de toutes ces personnes en leur envoyant des messages privés, tout simplement, en leur expliquant que j'avais le même lymphome qu'eux et que j'en étais à telle période voilà, et leur demandant des conseils. Et bah, ils m'ont répondu très facilement. Et depuis, bah, on s'envoie des messages. Voilà comment c'est un peu né, quoi. Et après, bah, il y a plusieurs personnes que j'ai trouvées comme ça. Et entre nous, on se parle. Voilà. J'ai l'impression qu'on est une sorte de communauté, on va dire, de malades et très bienveillante, quoi. Voilà. Avec des gens très bienveillants qui comprennent. Alors, on se dit des fois, oui, alors telle personne, elle a je sais pas combien de milliers de followers. Moi, je vais lui envoyer un message avant qu'elle le lise, voilà, ou qu'elle me réponde. Eh bien, en fait, j'avais des réponses assez faciles et, euh, et régulières. Est-ce que tu penses qu'il y a un besoin d'aider les prochaines personnes qui traversent un cancer? Que tu l'aies bien vécu, mal vécu ou quoi que ce soit, je pense qu'on a ce besoin. Alors après, encore une fois, je parle pas pour tous les malades, mais moi en tout cas, j'ai ce besoin d'en parler aussi aux autres et d'aider les autres, peut-être pas forcément aider, mais en tout cas être là s'ils ont besoin de parler et de leur dire ce que j'ai vécu et bah, que ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ressentent, c'est normal. Voilà, moi c'est ce que j'avais besoin, donc je pense qu'il y en a d'autres qui en ont besoin. Et ouais, j'ai l'impression qu'on est vraiment une sorte de team, quoi. Ouais, nous, on s'est appelé la team Hodgkin Warrior, mais nous, quelques-uns là. Mais je pense que c'est ça. Enfin, tous les gens qui ont eu quelques cancers que ce soit, je pense, comprennent ça et qu'on est vraiment un groupe, quoi. Est-ce que c'est aussi ce que tu recherches en rejoignant des associations de patients? Ce que je veux en rejoignant l'association, c'est pouvoir être présent ponctuellement. Je n'ai pas forcément envie de faire des grands débats, des grandes réunions, etc., mais d'être donc sur Rouen, présent à l'hôpital de temps en temps, pour discuter avec des gens qui vivent ça et qui ont des questions à se poser, pour les rassurer aussi, hein, leur dire que les traitements sont efficaces et qu'on peut avancer, quoi. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à quelqu'un qui vient de recevoir le diagnostic d'un lymphome de Hodgkin? Faire confiance aux médecins, je pense que c'est la priorité, hein. Les traitements sont de plus en plus efficaces et donc il faut faire confiance aux médecins lorsqu'ils vous disent voilà, qu'on va passer par tel protocole, qu'on va faire tel traitement. Pas hésiter à poser des questions parce que c'est vrai que les médecins forcément vous disent ce qui va se passer, mais ils vont pas aller forcément dans le détail de tout. Donc faut pas hésiter à poser des questions. Moi, mon hématologue, en fait, je la voyais tous les 3 mois. Non, tous les 1 mois et demi, pardon. Mais par contre, pendant le traitement, mais si j'avais quoi que ce soit comme question, je l'appelais et elle me rappelait dans la journée pour me dire que c'était normal, pas normal. Donc je tiens à la remercier aussi parce qu'elle a été vraiment très présente. En tout cas, voilà, je voulais la remercier, le docteur Pénichou,
de Rouen. Elle est encore aujourd'hui super présente. Et j'insiste sur le fait ils ont énormément de patients, ils ont énormément de choses à faire. Et des fois, moi, j'appelais juste pour dire: «Je comprends pas, j'ai peur, ma prise de sang, j'ai ça qui est trop élevé». Et dans la journée, elle me rappelait, donc je laissais un message à sa secrétaire. Dans la journée, elle me rappelait, pour me rassurer. Donc j'ai trouvé ça génial, quoi. Parce que je me disais: «Ouais, avec le nombre de patients qu'elle a, prendre le temps, d'appeler le patient qui se plaint, pour, une petite prise de sang», voilà. Pour moi, c'était un truc de dingue. Pour elle, c'était sûrement pas grand-chose, mais elle m'appelait pour me rassurer, quoi. Et ça, je le remercie vraiment parce que parce que sinon, moi, pendant 2 semaines, j'aurais pas vécu, quoi. Et donc ce que je peux conseiller aussi aux gens, donc c'est, alors qu'ils soient réseau ou pas réseau, bon voilà, mais si vous êtes réseau, ouais, rapprochez-vous des gens qui ont vécu la même chose et vous allez voir qu'en fait, les gens sont là pour vous aider. On est vraiment on s'entraide, quoi. C'est important. Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil pour les proches aidants? Je pense que, enfin, après, moi, je l'ai vécu de l'autre côté, donc c'est vrai que c'est pas, ce que je pense qu'il faut toujours, c'est qu'ils soient, dans l'accompagnement, mais dans l'accompagnement positif de la personne et pas le alors, il faut le plaindre quand vraiment voilà, mais pas plaindre la personne malade du matin au soir et plus la motiver pour aller de l'avant. C'est facile à dire, hein, mais il faut que la personne soit réceptive et puis il faut que nous, on est là, il faut que l'aidant, il ait la force aussi de le faire. Mais en tout cas, la présence, est très importante. Qu'on soit proche ou moins proche, hein. Moi, j'ai eu beaucoup de messages aussi de cousins, cousines, la vie fait qu'on n'est pas tous, super proches, on ne se voit pas tous les jours, on reste en contact, mais j'ai eu beaucoup de messages, pendant cette période d'oncles, de tantes et cetera, et ça m'a beaucoup aidé. Il y a des moments où, en fait, où toute la journée, tu n'as rien à faire et quand tu reçois quelques messages de quelqu'un de proche ou de moins proche, ça fait toujours du bien, quoi. De savoir comment tu vas et j'ai eu le cas dans ma famille de cousins qui m'appelaient, toutes les semaines et de cousins ou de cousines qui n'osaient pas m'envoyer de messages, et qui prenaient de mes nouvelles via leurs parents, mon oncle ou ma tante qui, elles, m'envoyaient des messages, voilà. Mais c'est pas grave, je leur en veux pas du tout. C'est juste chacun, vit la chose, à sa manière. Ce qui compte, c'est quand on est malade, c'est de savoir que les gens pensent à vous et ont envie que vous alliez mieux, quoi. Ça, c'est super important. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Dire que, toute cette période, c'est une expérience de vie. Alors, c'est pas forcément un combat parce que, ça voudrait dire que ou tu le gagnes ou tu le perds. Je pense pas que ce soit la bonne définition. C'est une expérience et une épreuve, voilà, c'est une épreuve. Et puis faire confiance aux médecins et au traitement parce que, ouais, ça avance bien. Tu dis que c'est une épreuve. Est-ce que tu dirais que ta personnalité est différente d'avant le cancer? Ah oui, ouais, c'est ouais. Alors je suis toujours un peu, mais j'étais quelqu'un de très stressé pour tout et n'importe quoi. Et cette parenthèse, entre guillemets, cette épreuve dans ma vie, m'a fait relativiser plein de choses. Et je vais beaucoup moins stresser pour des petites choses de la vie. Même si je continue à être stressé pour, voilà, hein, ça fait partie de la vie normale, je pense. Mais ouais, tu relativises beaucoup plus les choses. Et tu apprécies beaucoup plus les petites choses de la vie et du quotidien, ça c'est clair. Il n'y a pas que du négatif dans tout ce que j'ai vécu, parce que bah, ça m'a permis aussi de me rapprocher de plein de gens que je ne voyais plus et que je vais continuer à voir. Et ouais, ça m'a permis de relativiser la vie, ouais, et de voir la vie différemment sur pas mal de points. Très beau message. Bah, merci à toi d'avoir. Bah, merci à vous. Si vous voulez plus de contenu sur le cancer, alors abonnez-vous.